Donc le même objet peut être à la fois faire 1 km à l'heure et à la fois 900 km à l'heure. Et après, il y a une création d'une soupe de particules élémentaires. Regarde, je tape sur la table. Ça fait du bruit. On est du vide, on vit dans un temps qui est relatif à ce vide, et on croit que ce monde est. Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Roger Yitzhak Ben Mordechai, de mémoire bénie. Alors, Eli, qui nous vient tout droit de France, là, quand cette nuit est arrivée, hier soir, voilà, Baruch Hashem, nous pose une question. Alors, vas-y, quelle est la question? Alors, moi, je voulais savoir, un jour, on était en cours et on nous avait dit que le temps n'existait pas et que la matière n'existait pas non plus. Pourtant, on est là, on arrive à toucher des choses, etc. Et pourtant. Alors, tu dis que j'ai dit que le temps n'existait pas et la matière non plus. C'est pas adéquat, c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dû dire que le temps est une création et la matière est une création. Et ils sont liés. Ça veut dire qu'avant que le monde soit créé, il y avait Dieu. Et Dieu est au-dessus du temps. On l'appelle Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom qu'il a, il a plusieurs noms, mais le nom intrinsèque, reflétant vraiment son identité la plus fidèle, d'accord, c'est le nom ineffable qu'on n'a pas le droit de prononcer, même dans le cadre d'une bénédiction. D'accord, Ado et Pinay, je n'ai pas non plus le droit de prononcer, mais je peux prononcer dans une bracha. Je peux dire, par exemple, le verset Baruch Ata Adonai Lamdeni Chukecha. D'accord, c'est un verset de Tehillim, aucun problème. Mais le mot Ado et Pinay, on l'écrit avec le nom intrinsèque d'Hachem, Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey. Ça, on n'a pas le droit de le dire. Qu'à l'époque du Temple, les Kohanim, quand ils faisaient la bénédiction au Temple, ils le disaient. Ceux qui le connaissaient savaient aussi comment le dire, etc. Parce qu'il y a des points. Quel point? Alors, nous, à Sidurim, c'est comme les témoins de Jéhovah, d'accord? C'est écrit E-O-A. Mais il y a d'autres points aussi. Ça correspond à des réalités. Donc, en tout cas, son nom ineffable, qu'on appelle Yud-Ke à la place de Hey, on dit Ke, Yud-Ke Vav-Ke, c'est la contraction de celui qui était et sera. Donc, il est au-dessus du temps. Et Hachem, un beau jour, décide de créer le monde. Et dans le monde, effectivement, il y a deux notions qui sont liées, la matière et le temps. Des choses extraordinaires. Le Ramban Nachmanide, il y a 800 ans, il écrit dans le commentaire du deuxième, troisième verset de la Torah, il écrit que le temps dépend de la matière. S'il y a matière, il y a temps. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas le temps. Or, où est le rapport entre les deux? Pour imaginer un monde où il n'y a pas de matière, une réalité dans laquelle il n'y a pas de matière du tout, et pourtant il y a le temps. Eh bien non. Lui, il dit que c'est clair que ça fonctionne ainsi. Et plusieurs siècles plus tard, un coreligionnaire du Ramban, Albert Einstein, dit la même chose. Et il dit que nous, on a l'impression que le temps est une chose qui est linéaire. Chaque seconde ressemble à la seconde d'avant. Moi, je viens de Suisse, on peut dire que toute l'économie suisse est basée sur la linéarité du temps. Si le temps changeait, toutes les montres suisses ne seraient pas à l'heure et il y aurait plus l'économie suisse serait en très mauvais état. Donc, Baruch Hashem, là, chaque seconde ressemble à la seconde d'avant, et donc les montres suisses sont toujours à l'heure. Et merci Hashem. D'ailleurs, une fois, j'ai eu un miracle, un des grands miracles de ma vie, c'est que je devais partir de Suisse en France pour un séminaire, et j'arrive sur le quai où je vais prendre le train, et j'arrive 1 minute de retard, et le train était encore là. À Genève, d'accord, en Suisse, c'est un miracle. C'est comme faire tomber de la neige au mois de juin, ici en Israël, d'accord? C'est complètement miracle. Une minute de retard pour un train, ça n'existe pas. Ils ont des montres, on voit les secondes. Dès que ça arrive à la seconde, tic, t'es où le train qui part? Bon, Baruch Hashem, pour dire qu'ils sont toujours à l'heure. Einstein donne des exemples qui sont durs pour nous à comprendre, parce que nous on vit dans un monde justement où la matière est la matière, et le temps est tout est extrêmement linéaire. Il est étant donné que le temps est tributaire de la matière, si tu vas changer les notions matérielles, les fonctions de la matière, d'accord, telles que vitesse, de déplacement dans le monde, telles que la puissance d'attraction. Nous ici sur la Terre, il y a Newton, d'accord, je lâche la page, elle tombe.
D'accord? C'est certaines tractions, ceux qui ont fait après à l'école, si je me souviens bien, c'était 9,1 mètres à la seconde au bord de la mer, si je me souviens bien. D'accord? Sur la Lune, c'est beaucoup moins. Tu vois les astronautes qui ping, d'accord? Sur Jupiter, ben, même une dame qui est très contente qu'elle pèse que 40 kg, d'accord, elle pèse 400 kg. C'est-à-dire elle ne peut pas se lever tellement la Jupiter attire. En fonction du milieu ambiant dans lequel est la matière, le temps va changer. Par exemple, si on parle maintenant de l'attraction, il y a dans l'espace un certain nombre de ce qu'on appelle des trous noirs. Qu'est-ce que c'est? Quand on regarde au télescope, c'est tout noir. Alors, comment ça se fait que c'est tout noir? Alors, les astronautes disent comme ça, c'est un copain à moi qui est astrophysicien qui m'a expliqué ça, qu'il y a dans ces trous noirs des planètes qui sont énormes. Une planète qui est énorme, donc il y a une contraction intérieure très très forte, toute la matière. D'accord? C'est pas la page qui tombe comme ça lentement. C'est tellement fort que ça crée donc une ébullition. Elles sont bouillantes, c'est des soleils énormes. Et donc la lumière veut se dégager. Mais étant donné que l'attraction est tellement forte, l'attraction est plus forte que la puissance de dégagement de la lumière. Les photons, donc les particules de lumière, veulent sortir à l'éclairer et sont réattrapés par la force d'attraction. Et ça sur un rayon de millions d'années-lumière. Millions d'années-lumière, c'est des trucs phénoménaux, d'accord? D'ici au Soleil, c'est 8 minutes lumière. 8 minutes. Là, ce sont sur des rayons de millions d'années-lumière, ça happe. Cette planète, elle happe tout ce qui se passe. Chaque planète, chaque machin, c'est happé, d'accord? Même la lumière, tout noir. Et me dit mon copain astrophysicien, d'après les calculs qu'ont fait les astrophysiciens, là-bas, dans ces planètes, le temps n'existe pas. Il m'a dit, ne me demande pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Mais si nous, on serait là-bas, ben, il n'y aurait pas le temps. Ah, comment on vit qu'on n'est pas dans le temps? Je ne sais pas comment ça se passe, d'accord? Nous, il y a avant, il y a maintenant, il y a après. Il n'y a pas de temps, je ne sais pas comment ça se passe. Mais du point de vue des chiffres, c'est comme ça. Et on a une chose qui ressemble à cela, c'est Longjumin, c'est un élève de Einstein, qui a donné l'exemple suivant. Il a dit, si on a deux frères jumeaux, les deux ont 20 ans aujourd'hui, alors ça pour leur anniversaire, une montre suisse toujours, Rolex, d'accord? Une belle Rolex. Mais l'aîné, c'est l'aîné, il a droit à un cadeau en plus, il a le droit à un voyage dans l'espace, en navette spatiale, 24 heures. Une navette spatiale qui va très très vite, une vitesse qui voisine celle de la lumière, 300 000 km à la seconde. Ok. Notre frère aîné monte dans la navette spatiale, il fait un tour de 24 heures sur Terre, il revient, quel âge il a? Il a 20 ans et un jour. D'accord? Du point de vue même de ces molécules, d'accord, son analyse, on voit qu'il n'a pas changé, un jour de plus que le jour, quand il est monté dans la navette spatiale. 10 Longjumin, en attendant sur Terre, sont passés 1000 ans. Son frère jumeau est mort enterré, la montre Rolex rouillée. Bien qu'elle était garantie anti-rouille, pas pour 1000 ans. D'accord? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il dit c'est simple. Quand tu pars dans l'espace à une vitesse voisinant celle de la lumière, ça change le temps. L'espace, la vitesse, donc ce qui concerne la matière, influe sur le temps. Même, aussi c'est Einstein qui dit ça, je me souviens bien, tu prends un bâton qui fait 1 mètre de long, tu le mets dans ta navette spatiale qui va à une vitesse voisinant celle de la lumière, le bâton rétrécit, devient la moitié. Pas parce qu'il est en contact avec l'air et puis une pression comme ça, non, dans le salon de la navette spatiale, d'accord? Tu bois ton thé dans la navette spatiale, ton bâton, tric, il devient la moitié. Par cela, on explique la question que beaucoup posent. Comment se fait-il que les astrophysiciens disent que notre monde, il a 13 milliards, 7 années-lumière? Années. Comment ils le savent? Parce qu'ils voient dans les télescopes des planètes, et on peut voir au télescope jusqu'à 10 milliards d'années. Je peux voir maintenant, quand je regarde une planète qui est extrêmement éloignée, qui est éloignée de 10 milliards d'années-lumière, ça veut dire que la lumière que je vois maintenant, qui a dégagé cette planète qui peut-être n'existe plus aujourd'hui, elle a été envoyée il y a 10 milliards d'années, pendant 10 milliards d'années elle s'est baladée la lumière pour arriver sans enfin de mon télescope dans ma rétine, tac, et je le vois.
Et d'après les calculs, donc on sait que, et c'est clair, c'est une réalité scientifique indéniable, notre monde a 13,7 milliards d'années. C'est son âge. Or, la Torah dit qu'on a 5783 et 3 mois et 3 jours. Ça cloche. Alors, il y a beaucoup de réponses idiotes qui ont été données. Non, chaque jour de la création, c'est en fait, c'est un jour de Dieu, ça vaut 1 milliard d'années. Mais c'est marqué, il fut soir et fut matin, un jour. Et un jour, c'est un jour. Il fut soir, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le soleil et la lune. La lune ont été créés le mercredi de la création. Et ils sont mis en marche que le vendredi. Mais quand la Torah, elle dit un jour, c'est un jour. C'est pas 1 milliard d'années. C'est pas des menteurs, la Torah. D'autres disent qu'il y a d'autres mondes qui ont existé auparavant. Ouais, mais la Torah, elle commence maintenant par un monde qui a été créé, c'est celui-là. D'accord? On ne nous dit pas qu'il a été détruit et un autre est venu à la place. Et non plus, les astrophysiciens ne disent pas que quand on te dit 13 milliards,7, c'est pas qu'il y a d'autres mondes et... Non, c'est le même monde qu'on connaît. La réponse est très simple. En fonction de ce que je viens de dire. On appelle ça la relativité. On sait bien, tout le monde sait que Einstein a découvert la relativité générale. Mais avant Einstein, il y avait la relativité mécanique. Qu'est-ce que c'est? Tu es un berger, non, on va dire tu es un passager qui vient de Lyon dans un vol Transavia. Et une hôtesse, il y a des hôtesses en Transavia? Bon, non, parce qu'il y a certains trucs, il n'est même pas d'accord. Dans EasyJet, je crois qu'il n'y a même pas des hôtesses. Il y en a dans EasyJet? Enfin, bon, peu importe. Viens te faire un café. D'accord? Question de physique primaire, d'accord? À quelle vitesse sort le café du pot de café dans ton verre? On dira environ du 1 km à l'heure. Si c'est plus rapide, ça rebondit, ça gicle sur ta figure, tu fais une plainte à Transavia, c'est quoi ces manières de servir le café? Tu passes justement au-dessus de la Grèce, et là-bas tu as un astronaute amateur avec son télescope, et tout à coup tu passes, il voit l'avion Transavia passer. Et il voit par le hublot qu'il est en train de te servir un café. À quelle vitesse passe le café? 900 km/h, à peu près la vitesse d'un avion normal de ligne. D'accord? Question qui se pose. Alors le café maintenant, est-ce qu'il fait du 900 km à l'heure ou du 1 km à l'heure? Réponse, tout dépend du milieu ambiant, relativement à où il est. Par rapport à l'avion, c'est du 1 à l'heure. Par rapport à la Terre, l'avion qui passe, c'est 900 à l'heure. Donc le même objet peut être à la fois faire 1 km à l'heure et à la fois 900 km à l'heure. C'est ça la relativité. Tout est relatif à l'endroit, au contexte par rapport à laquelle tu analyses l'événement qui t'intéresse. Ce que vient dévoiler Einstein, c'est valable aussi au niveau du temps. Tu peux avoir le même événement, le type qui est dans la navette spatiale, le frère jumeau, qui pour lui vit 24 heures, et pour son autre frère, c'est 1000 ans. Et les deux sont vrais. Tout dépend de qu'est-ce qui se passe. Vu que tu fais un voyage extrêmement rapide dans l'espace, une vitesse voisinant celle de la lumière, donc le temps de dilatation du temps, et pour toi c'est 24 heures, 124 heures, mais pour un autre ça va être 1000 ans. D'accord? Idem à la création. On envoie Élie, on est, comment ça s'appelle, Science et Vie, d'accord? On est la rédaction de Science et Vie, on voit que tu es un grand scientifique et un bon rédacteur, on t'envoie, on a inventé une machine à remonter dans le temps, on t'envoie à la création du monde nous faire un super article sur comment le monde a été créé. Tu arrives là-bas, on te met sur l'épaule du bon Dieu, une estrade, et tu prends note. Alors tu vois le Big Bang. Big Bang, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien. Et tout à coup, il y a un éclatement de lumière extraordinaire. C'est en fait une petite boule minuscule dans laquelle se trouve tout, c'est pas encore de la matière, c'est du magma, d'accord, se trouve tout ce qu'il y aura dans le monde. Donc c'est une pression énorme de milliards de degrés. Et bien sûr, ça éclate. Ça éclate. Et c'est donc la première chose qu'il y a eu, Vaïhi Or. Et Dieu dit que la lumière soit. Lumière. Bon, tu notes. Et après, il y a une création d'une soupe de particules élémentaires. D'où je fais tout ça, messieurs? Des toilettes. Parce que dans les toilettes, il ne faut pas étudier la Torah. Alors, je lisais des bouquins comme ça, sur un peu, c'est passionnant, d'accord? Comment le monde est créé. Je n'ai pas fait d'études scientifiques.
Alors, tu as une soupe de particules élémentaires. Ces particules élémentaires, c'est même pas encore des cellules. Il n'y a pas encore des atomes, même pas des atomes. Des particules, plic, 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 comme ça. Et il y a une création de grumeaux. Ça veut dire qu'il y a 4 forces dans l'univers. Une des 4 forces, c'est donc Newton, l'attraction. Que la matière, pourquoi quand je lâche la feuille, elle tombe? Il y en a qui disent parce qu'ils sont attirés par le noyau. Complètement faux. Pourquoi? Allez, dites-moi, pourquoi quand je lâche la feuille, elle tombe? La Terre l'attire, oui. Pourquoi la Terre l'attire? Et comme m'a dit mon copain astrophysicien, m'a dit, la feuille aussi, elle attire la Terre. Mais très peu. Hein, pourquoi? La masse, pas la pression, la masse. C'est une des 4 lois de base de l'univers qui peut être en rapport avec les 4 lettres du nom de Dieu. C'est le din. Le din, c'est se retenir, d'accord? C'est prendre. Alors, chaque fois que tu as une masse de matière, elle attire vers elle. Et c'est proportionnel à la masse. Plus la masse elle est grande, plus elle attire. Comme on dit avant, les trous noirs, c'est une grosse planète énorme, donc elle attire très très fort. La Lune attire moins que la Terre, donc ça attire moins. D'accord? Donc maintenant, la Terre, c'est une masse. C'est pour ça qu'elle attire vers elle les petites masses. D'accord? La petite masse aussi attire la Terre vers elle, mais extrêmement peu. Pourquoi je disais cela? Donc maintenant, tu as une soupe de particules élémentaires, mais chaque particule alimentaire, pas alimentaire, élémentaire, elle attire vers elle un peu. Alors ça commence à s'attirer, et ça crée des atomes, et après ça crée des molécules, et après ça commence à créer, le monde a été créé, ça crée des grumeaux, des étoiles, etc. Comme ça, le monde, il a commencé à exister. En passant, phénoménal, il y a 30 ans, je ne sais plus si c'est aujourd'hui, il y avait un grand astrophysicien vietnamien qui s'appelait Trinh Xuan Tong, ou Trinh Xuan Tuong, d'accord, j'ai un doute sur le Tang ou tout le Tang, d'accord, grand astrophysicien, qui dit, rien que ce que je viens de dire maintenant, ça prouve, par A plus B, que ce monde a été créé par un Dieu. Il dit comme ça. Il cite plusieurs choses, mais une des choses qu'il cite, extraordinaire, c'est qu'il dit, cette soupe de particules élémentaires, si elle était plus épaisse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de particules élémentaires pour moins d'espace, rapidement, les particules élémentaires se seraient rejoints comme ça, et à la fin, il y aurait un big crunch. Un big bang, big crunch, tout l'univers, il se remet de mots comme ça, il n'y a plus rien. Si au contraire, la soupe était beaucoup plus diluée, tu avais ici une petite particule élémentaire, puis une autre à 1 million d'années-lumière, elle ne peut pas s'attirer, on serait resté à l'état de particules élémentaires pour toujours. C'est qu'exactement le bon taux de particules élémentaires par rapport à la soupe, d'accord, par rapport à l'espace, pour qu'il y ait ce monde qui soit créé. Il dit, il y avait une chance sur combien pour qu'on ait exactement à ce taux exactement précis qui permet qu'on ait un monde. La même chance qu'il faudrait pour un archer de tirer une flèche, la première flèche arrive directement dans une cible qui fait 1 cm² de côté. Il faut le faire. Mais tu me diras, il faut le faire, ouais, ça dépend à combien. Si c'est à 10 cm, c'est facile. À 10 mètres, mettre la flèche du premier coup dans une cible qui fait 1 cm² de côté, il faut être déjà très fortiche. 1 km, impossible. À 10 000 km, tu rêves. Il dit, si un archer était, il faudrait le taux de chance pour arriver à une proportion entre particules élémentaires et la soupe, que ce soit vraiment ce qu'il faut pour créer ce monde-ci, la même qu'il faudrait pour un archer, qui se trouverait à un bout du monde, qui lancerait une flèche à l'autre bout du monde, 13,7 milliards d'années-lumière. La flèche est comme 13,7 milliards, pique dans la cible d'un 1 cm². C'est ça, la chance qu'il y avait pour qu'on ait le taux adapté pour créer ce monde. Alors, bon Dieu, il est là ou pas? Extraordinaire. C'est un truc, parmi encore beaucoup d'autres, il cite. D'accord? Où j'en suis dans mon exposé? Oh, donc, Élie, il est sur l'estrade, sur l'épaule du bon Dieu, il voit tout ça en train d'être créé. Puis il a son chronomètre. Il revient à la rédaction de Science et Vie, il dit voilà, le papier, ça c'est jeté sur page, les photos, tac, tac, tac. Et on voit que, tu dis, voilà ce qui s'est passé les 24 premières heures de la création. C'était là-bas, 24 heures. Et tu dis, mais ça va pas, mon vieux? Ce que tu nous dis là, 24 heures, nous on voit ça dans un télescope, ça a duré des milliards et milliards et milliards d'années. Tu dis, mais moi j'y étais, 24 heures. Je dis, mais non, on voit, des milliards d'années. Qui a raison? Hein? Très bien. Les deux. Quand tu es sur place,
et tu vois ça. Ben, c'est comme le type qui est dans, dans le trou noir, le temps là-bas n'existe pas. C'est pas un trou noir, c'est des milliards de fois plus le Big Bang, d'accord? C'est une masse comme ça de tout. Donc ton échelle du temps est forcément différente que celle du type qui est dans sa rédaction à Sciences et Vie, qui regarde son télescope et qui voit ce qui s'est passé là-bas. Rien à voir. C'est comme l'exemple du café qui passe au-dessus de la Grèce. Tu as deux temps différents pour un même événement. Tout dépend du contexte ambiant. Toi qui vis là-bas dans une situation de déplacement de matière à la vitesse de la lumière, l'éclatement à la vitesse de la lumière, plus des pressions d'attraction les plus grandes qui soient imaginables, pour toi, le temps dure 24 heures. Et tu as raison. Pour l'observateur extérieur qui regarde cela des milliards d'années plus tard dans le télescope, il voit ça des milliards d'années. Il a raison aussi, pour lui. Donc quand la Torah dit que le monde a été créé en 7 jours, c'est 7 jours de 24 heures, qui à nos yeux aujourd'hui sont des milliards d'années. Dieu doit parler le langage du type qui regarde dans son télescope des milliards d'années plus tard, et Dieu il parle, moi je suis dans le présent. Si tu étais là avec moi maintenant, tu aurais vu maintenant 24 heures. En cela, on répond à la question de la soi-disant inadéquation entre ce que dit la Torah et ce que dit l'astrophysique. Donc, la matière et le temps sont liés, et on va rajouter une petite chose, c'est dans le sens de ce que tu as cru que j'ai dit. C'est vrai que c'est... Il y a la poudre aux yeux. Regarde, je tape sur la table. Ça fait du bruit, même un peu mal. Si j'aurais tapé encore plus fort, d'accord, ça en fait encore plus mal, j'aurais pu casser la table ou casser ma main. Donc il semblerait que la matière, c'est quelque chose de solide. En fait, pas du tout. Tout le monde sait que la matière, elle est composée d'atomes. Et tout le monde a étudié à l'école que dans les atomes, tu as un noyau qui est composé de neutrons et de protons. Et que très loin autour du noyau tournent les électrons. Donc il y a un vide énorme. Dans un atome, tu as un noyau, et puis tu as un vide énorme, puis des électrons qui tournent très très vite. Donc en fait, si j'enlève tout l'espace qu'il y a dans l'atome, je prends que le neutron avec le noyau avec les électrons, je mets ça ensemble, d'accord, sans aucun espace. Ben, ça sera tout minuscule. On prend Hélie par exemple. Si on enlève tout le vide qu'il y a entre les noyaux de ces électrons qui le forment et les électrons, eh ben, Hélie, il n'est même pas visible à l'œil nu. En fait, il tombe. D'accord? Alors comment c'est qu'on te voit, et tu parles, et tu existes, et tu es là? Eh bien, l'espace qui est vide, c'est vrai qu'il est vide, mais les électrons, quand ils tournent très vite, ils créent un champ électromagnétique, qui fait que quand tu tapes sur la table, le champ électromagnétique des atomes qui ont créé, dont ils forment ton point, il heurte le champ électromagnétique du bois de la table, et ça fait boum. Quand c'est à 120 km sur l'autoroute, d'accord, ça fait beaucoup plus mal. En fait, ce sont des champs électromagnétiques. C'est un champ. Ce n'est pas de la matière, c'est un champ. Pourquoi tu diras, mais pourquoi je te vois? Parce que les photons, les particules de lumière qui sortent de la lumière, ils vont heurter le champ électromagnétique de ton corps, et vont rebondir et touchent ma rétine. Mais en fait, c'est du vide. Donc en fait, c'est tout de l'abstraction. On est du vide, on vit dans un temps qui est relatif à ce vide, et on croit que ce monde est. Il est. Il faut comprendre qu'il n'est pas du tout ce qu'on imagine. Il est des champs, ce ne sont rien que des champs qui existent. Et en fait, on peut dire que c'est de la spiritualité. Un champ, ce n'est pas quelque chose de matériel, d'accord? Ce n'est pas différent de notre âme. Donc on peut comprendre aussi que même ceux qui ne croient pas en une âme, ils croient en une âme. Ils croient en une réalité spirituelle qui est le corps. Et le corps, ce n'est pas de la matière. Le corps, on appelle ça matière parce qu'on le voit et parce qu'on le touche. Mais en fait, c'est que du vent. C'est qu'un champ électromagnétique. Et comme il y a un champ électromagnétique qu'on peut appeler matière, on peut comprendre aussi qu'il y a un champ électromagnétique qu'on peut appeler âme, qui est notre vrai moi, et qui est descendu dans ce qu'on appelle le corps pour faire des grandes choses au service de Dieu, pour devenir infini et éternel, et pas se tromper, aller suivre les pulsions animales, pas plus que ça, animales de cette création qui n'est pas, d'accord? La poudre aux yeux, qui nous fait rester au lit le matin, qui nous fait avoir faim, qui nous fait regarder les filles, qui nous fait voler, qui nous fait tout. Comme l'animal est pire très souvent, pour un champ électromagnétique
animal. Ça ne vaut pas la peine de rater sa vie pour ça. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.